Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, vers la création de l'Ordre national des infirmiers de Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé a expliqué la volonté du gouvernement d'assainir cette corporation. Pierre Dimba a présenté un texte devant la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat. Les sénateurs ont épousé cette vision en adoptant le texte à l'unanimité. Et c'est un intérim de 5 ans qui se confirme aujourd'hui. Sa Majesté Issa Coulibaly est intronisé ce samedi, place Bondala. Il est le 21e souverain à accéder au trône de la chefferie cantonale de Korogo. Le représentant du chef de l'État exhorte les populations de la région du Poro à le soutenir dans sa mission. Demain, le pays sera au rythme de la rentrée scolaire 2022-2023. Ce retour en classe des élèves a été longuement préparé par les parents. Les parents qui ont fait le tour des magasins et des ateliers pour acheter les tenues. Certains ont fait le choix des prêt-à-porter. D'autres ont préféré solliciter les couturiers. Un marché florissant. On suivre dans le dossier de ce soir. Et puis, le cercueil de la reine a quitté la résidence royale et doit effectuer un retour solennel mardi à Londres pour ses funérailles le 19 septembre. De Corbia, en tête d'une procession de 7 véhicules, arrive par la route à Édimbourg. La capitale écossaise, une foule nombreuse est attendue sur le parcours du convoi. Le vice-président de la République effectue une visite de travail aux États-Unis. Ce samedi, Tchemoko Meliekone est arrivé à Washington. Il a été accueilli par une forte délégation de l'ambassade de Côte d'Ivoire, de la mission diplomatique auprès de l'ONU et du consulat général, accompagné par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Le vice-président a eu une séance de travail avec la délégation ivoirienne. À l'occasion de cette mission, Tchemoko Meliekone va rencontrer les hautes autorités des institutions de Bretton Woods. Ces échanges de haut niveau se situent dans la perspective de la signature d'un nouvel accord avec le Fonds monétaire international. Il porte sur un nouveau programme économique et financier qui devrait permettre de renforcer et consolider la résilience de l'économie nationale. Une économie résiliente avec un secteur de la santé mieux organisé. Bientôt la création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Le projet de loi soumis au sénateur Aya Moussoukro. Le gouvernement va assainir cette corporation. Le ministre de la Santé, Pierre Dimba, a rappelé que ces acteurs jouent un rôle primordial dans le dispositif sanitaire. Il annonce aussi un vaste mouvement de mutation, comme nous le rapporte Kader Sogodogo. Les sénateurs membres de la Commission des affaires sociales et culturelles, main levée, votent ainsi à l'unanimité la création d'un ordre national pour les infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Un instrument nouveau pour donner à cette corporation ses lettres de noblesse. Le projet de loi comporte le Conseil national de l'ordre, les conseils régionaux, les conseils départementaux. Il prend en compte les sections disciplinaires. Les conditions particulières d'accès à la profession y sont mentionnées. Sécurité sanitaire de la population, la qualité des prestations de soins pour la performance du système national de santé, la tutelle tient le bon bout. Nous voulons implanter durablement le capital humain, surtout leur engagement, leur dévouement, mais surtout leur conscience professionnelle en reformant les ordres. Ça a été d'abord l'ordre des médecins, l'ordre des sages-femmes et maïoticiens, et aujourd'hui c'est l'ordre des infirmiers, qui sont donc des organes qui vont non seulement faire appliquer le principe de l'éthique et de dévouement du personnel dans leur mission, mais également participer à la formation de ce personnel et nous aider à contrôler ce métier sur le terrain. Selon le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 56 000 infirmiers et infirmières diplômés d'État. Certains sont en poste dans des localités depuis de nombreuses années. Le premier grand mouvement d'affectation s'annonce. Plus globalement, on a 56 000 personnes qui travaillent dans ce secteur. Et en même temps, nous avons identifié des zones de désert sanitaire où il n'y a pratiquement pas de personnel. Aujourd'hui, nous sommes vraiment bien outillés pour faire le mouvement d'ensemble du personnel. Et effectivement, les critères de durée dans des endroits fait partie des critères pour affecter le personnel. Et dans les prochains jours, vous allez voir les mouvements qui vont s'opérer au niveau de la santé. L'emploi d'infirmiers et infirmières existe en Côte d'Ivoire depuis la période coloniale. Après avoir formé ces professionnels pendant 28 ans, l'École nationale des infirmiers et infirmières diplômés d'État, ENIDE,
a été remplacé en 1992 par l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. On y entre après le baccalauréat pour un cycle de 3 ans. Et je vous emmène à présent dans le nord du pays. Le chef de canton de Korogo, officiellement intronisé, Sa Majesté Issa Coulibaly, s'est installé sur le siège cantonal. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le ministre d'État Gilbert Koné Kafana exhorte les populations et les cadres à faire bloc autour du 21e souverain pour la réussite de sa mission. Charles Tatou. Bondala, place des cérémonies traditionnelles de la cour royale du patriarche, feu Pélufolon Bon Coulibaly en effervescence. Et pour cause, les membres de cette grande famille officialisent la succession au trône de la chefferie cantonale avec l'intronisation de Sa Majesté Issa Coulibaly qui depuis 5 ans assurait l'intérim, occupant le poste de premier vice-président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les membres du gouvernement issus du district des Savanes et les chefs traditionnels des autres régions du pays, avec à leur tête le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Nana Tanoé, n'ont pas voulu se faire compter la cérémonie de passation de pouvoir traditionnel cantonal de la ville de Korogo. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, témoigne la gratitude de la famille aux invités. Le déplacement du président de la Chambre des rois et chefs traditionnels montre non seulement son attachement au fonctionnement de son institution, mais très certainement est un témoignage des relations excellentes entre son vice-président et lui. Nous voudrions remercier le président de l'Assemblée nationale, le président Adama Bictogo, mais également le président du Sénat, le président Aossou Jano, qui a dépêché une très forte délégation de chefs du Bélier et du Béquet. Monsieur le ministre d'État Ibrahim Ouattara, vous êtes fils du district des Savanes, mais vous représentez également la grande famille du royaume de Congo, que dis-je, de l'empire de Congo. Le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, président de la cérémonie, prodigue des conseils. Le chef de canton est appelé à travailler en étroite collaboration avec tous les chefs de villages de son canton. Et les chefs de ces différents villages, quoique autonomes, sont invités à reconnaître son autorité. Donc sa marge de manœuvre en ce qui concerne les affaires de ces villages est très grande. Dans cette perspective, le chef de canton doit prôner l'unité des fils, l'unité des filles de la région. Le ministre d'État à la présidence de la République chargé des relations avec les institutions, Gilbert Kafana Koné, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, lui exhorte les cadres à faire bloc autour du chef canton pour la réussite de sa mission. Le président de la République m'a demandé de porter à l'attention de Korogo le rassemblement des filles et des fils de Korogo, du canton et de la région du Poro. Il m'a demandé expressément de vous dire qu'il compte sur vous pour soutenir et assister le chef de canton afin qu'il réussisse sa mission. Sa Majesté Issa Coulibaly est le 21e chef canton de la région du Poro. Et vous le savez, demain, c'est la rentrée scolaire 2022-2023. Un retour des élèves en classe qui a été longuement préparé par les parents. Ils ont fait le tour des magasins et des ateliers pour acheter les tenues. Si certains ont fait le choix des prêt-à-porter, d'autres ont préféré s'en remettre aux couturiers. Un marché florissant à suivre dans le dossier de ce soir avec Frédéric Oulaï et Serge Coléa. Quand la rentrée des classes s'annonce, les marchés et magasins refleurissent de tenues scolaires. Commandes sur mesure ou prêt-à-porter, les choix des uns et des autres diffèrent. À la Sikoji, dans la commune de Yopougon, Richard, parent d'élève, a sa petite idée sur ce qu'il lui faut. Ici, les coûts sont plutôt abordables. Le prêt-à-porter semble économique, peu importe la qualité. Si je dois aller acheter un tissu, bon, je ne connais pas actuellement le prix du mètre et encore le prix que le couturier va me
fixé et peut-être que ça va me revenir encore plus cher que le prêt-à-porter. Pour bien faire les choses, certains clients préfèrent d'abord acheter le tissu avant de confectionner la tenue scolaire. Mais avec Mokhtar, le vendeur, il faut être convaincant pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Donc on fait un foncé et puis un clair, un foncé et puis un clair. Et donc c'est de la bonne qualité. Il n'y a pas de problème. Si c'est la qualité sur moi. Quand on dit la rentrée, même en septembre, même là, les gens payent beaucoup. Les prêt-à-porter là, ça ne dure pas. Et puis après, les poids là sortent vite. Donc quand tu prends de la bonne qualité, tu cours, ça peut te faire 1 an, 2 ans avec l'enfant. Couturière de profession, Geneviève habille elle-même ses enfants, réduisant ainsi les dépenses. Je préfère moi-même coudre. Là, je sais que je fais ça, en tout cas, je fais ça bien. Chez les commerçants ou dans les ateliers de couture, l'ambiance est conviviale. Cet après-midi, Barthélemy accompagne son fils chez Yeo. C'est un tissu que j'ai acheté et puis il l'a envoyé. Quand il coupe mes habits, même pour mes enfants, il n'y a pas de problème. Dans son travail, il n'y a pas de place pour les modèles fantaisistes. Le couturier s'en tient aux recommandations des parents. De faire les modèles ordinaires, il y en a qui viennent aussi choisir les modèles qu'on essaie de créer aussi pour les donner. Mais depuis lors, il n'y a pas quelqu'un qui est venu se plaindre pour dire que non, le modèle que tu as créé pour l'enfant, mais ils l'ont chassé. Ils font coranique et puis ils font l'école en même temps, les deux ensemble. Donc on a besoin des manches longues et puis les jupes bien descendues. Donc c'est pourquoi on est venu pour mettre là. En commande ou en prêt-à-porter, il y en a pour toutes les bourses. Les vacances viennent de se terminer. Voici la rentrée. Les gens, du coup, ils ont beaucoup de choses à la fois, 2 choses. Donc, ils prennent ce qu'ils peuvent payer. Voilà, ceux qui peuvent venir coudre, ils viennent coudre. Ils peuvent avoir l'argent la veille de la rentrée. Donc, pour aller au marché, payer ce qu'ils peuvent payer. À Treichville, Diallo est aussi à la tâche. Beaucoup de rendez-vous à honorer et surtout beaucoup de pression et de stress. Souvent, on donne une semaine. Ça dépend du rendez-vous que nous avons ici. Le kaki, là, on n'exige pas trop de modèles, sauf les bleus blancs. En tout cas, d'autres, ils disent que c'est leur école qui a choisi tel modèle. On ne peut pas dire qu'on respecte les rendez-vous à 100%. Ça dépend des clients. La rentrée, c'est dans une semaine. Actuellement, les clients sont assis là-bas. Ils attendent qu'on annonce à la télévision pour dire que c'est le 12. C'est là qu'ils vont se réveiller, maintenant, commencent à courir pour venir. Même s'ils viennent te dire que tu ne peux pas faire, pardon, mais tu prends à la dernière minute. C'est eux qui vont venir se plaindre pour dire non, tu m'as un rendez-vous. Comme on peut le voir, la rentrée est déjà effective chez les commerçants et couturiers. Ateliers et magasins restent des lieux incontournables pour les parents d'élèves. Et les élèves qui sont exhortés à la performance, le ministre Laurent Tchagba leur apporte son soutien. Les nouveaux collégiens, lycéens et bacheliers ont été récompensés pour leur réussite aux examens de fin d'année. C'était à l'occasion de la 8e édition du prix d'excellence dans la commune d'Atekoubé. Evelyne Yoboué-Walter, Amadou Ouattara. C'est devenu une tradition depuis maintenant 8 ans. La commune d'Atekoubé célèbre l'excellence. Cette année, les 1000 meilleurs élèves de la cité, tous cycles confondus, sont récompensés au cours de cette 8e édition du prix d'excellence Laurent Tchagba. Cher papa Laurent Tchagba, homme au cœur d'or, le débonnaire au cœur plein d'amour et de compassion, vous qui donnez sans compter et rien attendre en retour. Je voudrais vous dire merci au nom des récipiendaires pour toutes les actions positives de ces 8 éditions du prix d'excellence. Soutenue par les acteurs de l'éducation, cette célébration est l'initiative de Laurent Tchagba, député de la commune d'Atekoubé, par ailleurs ministre des Eaux et Forêts. Avec l'appui de sa fondation TBL Espoir et Espérance, le député veut ainsi, par ce prix, promouvoir l'excellence, lutter contre l'échec en milieu scolaire, instaurer la culture du mérite et soutenir les parents dans leurs efforts. Chers enfants, je vous encourage à entretenir l'amour du travail dans la discipline, car c'est à ce seul prix que vous pourrez faire de brillantes études. Monsieur le Président de la Fondation TBL Espoir et Espérance, les objectifs de votre fondation sont les mêmes que ceux de la Première Dame. Vous êtes en phase et elle vous félicite publiquement par ma modeste voix. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants d'Atekoubé. Ces meilleurs élèves de la commune d'Atekoubé ont reçu des kits scolaires et des ordinateurs portables.
De 2014 à ce jour, 3225 élèves au total ont été récompensés. Les meilleurs élèves également célébrés dans l'Agné-Bichiassa. Ils sont au nombre de 32. Ces lauréats qui ont été récompensés. Ils ont reçu de nombreux lots, notamment des ordinateurs portables, des kits scolaires et des médailles. Des établissements scolaires ont également été dotés de matériel informatique. On retrouve Mahama Traoré. À la session 2022 des examens du CEPE, du BEPC et du baccalauréat, 32 élèves se sont distingués de par leurs résultats dans la région de l'Agné-Bichiassa. La région avec à sa tête le président du conseil régional Pierre Ngundemba décide d'honorer ces brillants apprenants en leur offrant des médailles, des kits scolaires et des ordinateurs portables. Après vraiment tous nos efforts, nous voyons que nous n'avons pas fait tous ces efforts en vain. Nous avons été récompensés par monsieur le ministre. Et j'espère que l'année prochaine aussi, ce sera comme ça pour nos petits frères. Et s'il y a un appel que je devrais lancer à mes amis, c'est de mettre leur confiance en Dieu et surtout de beaucoup travailler, car comme on dit, seul le travail paie. Cette journée de célébration de l'excellence dans l'Agné-Bichiassa en est à sa 4e édition. Pour Pierre Demba, elle vise à favoriser le goût de l'effort chez les apprenants. Nous devons chacun prendre l'engagement d'encadrer ces jeunes que nous avons célébrés pour qu'ils soient les leaders de demain et qui s'illustrent par le brillant travail qu'ils vont faire pour le pays et pour notre région. D'ailleurs, je voudrais dire à ces jeunes qu'à partir de cette année, tous ceux qui vont s'illustrer comme des meilleurs, nous allons tout faire, non seulement pour les encadrer au niveau national, mais prochainement, nous allons faire en sorte que ceux qui méritent d'aller dans les grandes écoles, les meilleures écoles du monde, nous allons leur donner la possibilité d'aller dans ces écoles. Le conseil régional n'oublie pas aussi les écoles. Pour cette année scolaire 2022-2023, plusieurs d'entre elles ont été dotées en matériel informatique et didactique. Allons dans la ville de Bonoua pour parler de sécurité. Le directeur général de la police nationale s'est rendu sur place. Youssouf Kouyaté a échangé avec les populations. C'était dans le cadre des rencontres du comité consultatif d'éthique. Il a rappelé la nécessité de collaborer avec les forces de sécurité. On en parle avec Abou Sanogo. Le directeur général de la police nationale, l'administrateur général de police Youssouf Kouyaté à Bonoua. Une visite pour prendre part à une rencontre du comité consultatif d'éthique au foyer des jeunes de Bonoua. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les relations police et population, d'améliorer les qualités de prestation des services de police vis-à-vis des usagers, d'amener les populations à s'approprier la chose sécuritaire et de collecter des renseignements utiles afin de mieux prévenir les commissions des infractions. À cet effet, les chefs de service et des commissariats de Bonoua et d'Aboisseau ont exposé sur des thématiques notamment le trafic de drogue en milieu scolaire et les accidents de la circulation. Une rencontre saluée par les populations qui se sont engagées à collaborer avec leur police. Nous sommes fautifs. Nous, jeunesse de Bonoua, nous sommes fautifs. Nous venons vers vous exprimer ce regret que nous avons eu. Si Bonoua, en son temps, a été le théâtre de plusieurs situations quand même gênantes, nous venons auprès de vous nous en excuser. Vous promettez d'ores et déjà qu'à partir de maintenant, déjà nous ne souhaitons pas que ce genre de situation arrive, mais si ça doit arriver, ça ne sera plus jamais à vous. Le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, se félicitant de la franche collaboration entre police et population, les a invités à poursuivre les activités du comité consultatif d'éthique. Nous souhaitons que la population de Bonoua et la police nationale, je ne dis pas la police de Bonoua, la police nationale, nous formons. À l'issue de cette rencontre, Youssouf Kouyaté a visité le chantier du nouveau commissariat de police de Bonoua. Il a également procédé à la pose de la première pierre du commissariat de police de Yaou, qui sera bâti sur une superficie de 2925 mètres carrés en présence des autorités administratives et coutumières d'Aboisseau. Et la police qui joue aussi un rôle important dans le domaine du transport. Des réformes sont justement en cours. Le permis de conduire à points est annoncé. Cette innovation permet d'assurer la sécurité sur nos routes. Au journal de 13h, dans le Dimanche Magazine, Eman Guivé a reçu Kwaku Etienne, directeur de la coordination des transports terrestres. Je vous propose un extrait de l'entretien. Le permis à points vient parce qu'on a constaté beaucoup de récidives. Malgré les sanctions qui étaient déjà appliquées, qui étaient des sanctions pécuniaires, notamment les amendes. Toutes les infractions commises font l'objet d'amendes, en plus de faire l'objet d'un retrait de points. Donc vous allez voir que les deux sanctions vont cohabiter.
lorsque vous êtes flashé par la vidéo-verbalisation, c'est-à-dire qu'il y a un radar qui vous a flashé, on récupère donc votre numéro d'immatriculation et on vous notifie que vous avez commis une infraction. Par un message. Cette notification se fait de façon électronique, tout comme ça peut se faire de façon physique. Donc on peut vous envoyer un courrier pour vous le notifier, on peut le faire par SMS. Mais la voie la plus privilégiée, c'est la notification de façon électronique. Donc une fois que vous êtes notifié, vous êtes au courant que vous avez perdu des points, il y a tout de suite pour vous la possibilité de commencer par un respect donc, des règles de circulation à espérer récupérer les points perdus. Ça veut dire quoi? Que dans la reconstitution des points, il y a le volet qui dit que lorsque vous ne commettez plus d'infraction pendant un délai donné, vous avez la possibilité de récupérer automatiquement les points perdus. Les points retirés sont de 2 pour certaines infractions, 3 pour d'autres, 4 pour d'autres encore, et 6 pour les plus graves. Donc pour les infractions de 2 et 3 points, le temps pour avoir une récupération automatique des points perdus, c'est de 2 ans. 2 ans. 2 ans. Pour les infractions de 4 points, c'est 3 ans. Et pour les infractions de 6 points, c'est 4 ans. Alors, au bout de 4 ans, lorsque vous avez commis une infraction de 6, qui vous a retiré 6 points, si vous ne commettez plus d'infraction, vous récupérez automatiquement vos points perdus pour reconstituer votre capital. À côté de cela, il y a la possibilité de récupérer par formation. Dans un stage, vous faites un stage dans un centre agréé pour la récupération des points, pour la reconstitution donc, du capital. Et donc ce stage, on peut le faire autant de fois que l'on... Justement, le stage, vous n'avez droit qu'à un seul stage par an. Donc si vous avez fait un stage et qu'après vous commettez d'autres infractions, vous n'avez plus la possibilité de faire des stages pour les récupérer. Voilà donc qui est clair. Donc attention dans la circulation. Fin de l'émission Concours Vacances de RTI Boaké. La 8e édition a connu son apothéose le vendredi dernier dans la cité de Boaké avec 4 groupes en compétition. Les aigles de Botro ont eu la faveur du jury. Les autorités municipales et le représentant du directeur général de la RTI se sont félicités de ce tremplin qui permet d'entretenir sainement la jeunesse. Soro Corona. Apothéose de la 8e édition de l'émission de vacances de Radio Boaké, Concours Vacances. Pour cette finale, 4 groupes étaient en lice. La Sambe artistique du Poro, Bakanstar de Brobo, Felgessi de Felkessi-Doubou et les Aigles de Botro. Thème de cette édition, quel apport des parents et autorités pour l'avenir de la jeunesse dans nos régions. Un thème d'actualité, vu l'incivisme de la jeunesse. Tout ce qui intéresse les jeunes nous intéresse à tout point de vue. C'est pour ça que nous sommes là. Nous les accompagnons parce que non seulement ils sont occupés pendant les vacances, cela évite beaucoup de problèmes. Et nous sommes là pour faire véhiculer aussi des messages sur l'incivisme, le comportement des jeunes pour que Boaké soit apaisé. Le chef du département radio de RTI Boaké s'est réjoui de l'engouement autour de l'émission. Je suis très heureux de savoir que nous avons mis du baume dans le cœur de la jeunesse, en commençant par la jeunesse de Boaké, de Ambol, du Tchologo, du Poro, de Lifou, du Bélier, etc. Aujourd'hui, vous avez assisté à une très belle finale avec toutes ces régions et ces villes qui ont été représentées. Pour Deli Mengsan, représentant du directeur général de la RTI, ces émissions de vacances sont des tribunes pour former la jeunesse. Après une finale âprement disputée, c'est le groupe venu du département de Botro qui a su convaincre les membres du jury par la qualité de ses prestations. Une victoire saluée par la mairie de Botro. Féliciter surtout la jeunesse de Botro qui vient de remporter une très grande victoire. Vous savez qu'après plusieurs tentatives, nous avions besoin de cette victoire. Nous l'avons eue aujourd'hui, nous sommes très heureux et je crois que la fête va se poursuivre à Botro dans une très grande ambiance. Antoinette Kona, l'artiste dont sa chanson Petit Quinquin était le morceau imposé, a gratifié le public d'une prestation. Rendez-vous est donc pris pour la 9e édition du concours vacances en 2023. Décédé le 1er juillet 2022, l'artiste chanteur ivoirien Justin Stanislas inhumé ce samedi au cimetière de Blansville. Françoise Remarque, ministre de la Culture, a traduit la compassion de l'État à la famille. Justin Stanislas, décoré à titre posthume dans l'ordre du mérite ivoirien, famille biologique et artistique, hommes et femmes des médias, amis et connaissances. Vous allez le voir, ont rendu un ultime hommage au crooner Serge Pacom Didi Abou Sanogo.
Le crooner de la musique ivoirienne, le poète, le parolier, l'exégète des grandes généalogies traditionnelles, Justin Rabbi Stanislas, décédé le 1er juillet dernier à Paris, en France, repose depuis ce samedi 10 septembre au cimetière municipal de Williamsville dans la commune d'Adjamé. À cet instant douloureux qui consacre le départ d'un grand homme, famille biologique et artistique, parents, amis, connaissances et proches, tous étaient présents pour rendre un ultime hommage à l'illustre disparu. Yako, à la marraine de Tougnancourt. Yako aux enfants et que le Seigneur lui-même les fortifie, qu'il les console. Françoise Rimac, ministre de la Culture et de la Francophonie, a traduit toute la compassion de l'État de Côte d'Ivoire avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara. Décoré à titre entièrement commandeur dans l'ordre du mérite culturel ivoirien, l'artiste défunt a été élevé cette fois-ci, à titre posthume, au grade d'officier dans l'ordre du mérite ivoirien, pour faire un clin d'œil au Tout-Puissant, son épouse Yvonne Rabé, ses enfants, ses parents, ses confrères artistes sont tous venus prier pour le repos de son âme. C'était l'une des voix, après Baïs Pinto, c'est l'une des voix qui compte énormément dans la musique ivoirienne des années Ernesto Yégué, Louga François, voilà. Mais bon, aujourd'hui il n'est pas, donc on va essayer de continuer son œuvre. Nous sommes venus ici en Côte d'Ivoire pour assister à tout ça, accompagner notre père, moi et mes frères et sœurs. Voilà, c'est pas facile. Je remercie toute la famille Rabé, je remercie la Côte d'Ivoire, je remercie les autorités. Les options ont été prises en charge par l'État. Et l'État a été représenté chaque fois par la ministre, notre sœur, la représentante, ministre de la Culture et des artistes. Donc tout ça, ça nous est parti bien droit au cœur. On se réjouit et on leur dit merci. Justin Rabbi Stanislas a certes déposé physiquement le micro, mais à travers certains de ses tubes à succès, comme Nyan Yo, sorti en 1972, restera gravé dans toutes les mémoires. Dans le reste de l'actualité, le cercueil de la reine Elisabeth II a quitté la résidence royale et doit effectuer un retour solennel mardi à Londres pour ses funérailles. Le 19 septembre, le corbière en tête d'une procession de 7 véhicules arrive par la route à Édimbourg, la capitale écossaise. Une foule immense est attendue sur le parcours du convoi. Les populations vont saluer une dernière fois celle qui a régné 70 ans et 7 mois. La dépouille de la reine passera la nuit au palais d'Holyrood-House, la résidence royale écossaise à Édimbourg. La suite de l'actualité internationale, on jette un regard sur la semaine d'information dans le monde, le 7 sur 7 avec Souleymane Doni Songui et Abou Sanogo. Un tremblement de terre de magnitude 6,6 a été enregistré dans la province du Sichuan. Environ 252 blessés et 12 disparus sont également recensés. Parmi les victimes se trouvaient des milliers d'élèves tués dans l'effondrement d'écoles à la construction précaire. Certaines routes tombées en débris ou fracturées par le séisme sont devenues impraticables, contraignant les secouristes à traverser des rivières à l'aide de ponts de fortune ou de câbles tendus d'une rive à l'autre. 35 morts et 37 blessés. C'est le bilan provisoire de l'explosion d'une mine artisanale dans la région du Sahel, dans le nord du Burkina Faso. Le drame s'est produit sur la route entre Djibo et Bourzanga, en pleine journée selon un communiqué du gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rudolf Sorgo. Un convoi de plusieurs véhicules, escorté par des militaires, a roulé sur une mine artisanale. C'est un bus rempli de civils qui a heurté l'engin explosif. Dans moins de 4 semaines, les Brésiliens seront appelés aux urnes pour choisir entre l'ancien syndicaliste Ignacio Lula da Silva et le président sortant Bolsonaro. Lula, qui a déjà dirigé le pays pendant 8 ans, est en tête des sondages. Il devance largement son rival qui compte sur le bicentenaire de l'indépendance ce mercredi 7 septembre pour mobiliser ses troupes. En cas de victoire, Lula devra donc négocier avec le puissant groupe du centre droit qui jusqu'à présent soutient le président d'extrême droite, Bolsonaro.
La reine Elisabeth II est morte ce jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans après un règne de plus de 70 ans. Toute la famille royale s'était rendue à son chevet au château de Balmoral, en Écosse. Son fils et héritier Charles lui succède sous le nom de Charles III. Il accède au trône à un moment où l'unité du royaume se fissure, sous l'effet du Brexit, qui a réveillé les velléités d'indépendance de l'Écosse et les tensions communautaires en Irlande du Nord. L'Égypte a annoncé vendredi être en consultation avec la Grèce et l'Arabie saoudite pour présenter une candidature commune pour l'organisation du Mondial 2030, selon des médias locaux. L'Espagne et le Portugal, de sérieux prétendants pour 2030, ont annoncé il y a un an leur candidature commune. La FIFA doit désigner en 2024 le ou les pays hôtes. Du 21 novembre au 10 décembre, le Qatar organise le Mondial 2022. La chef de la diplomatie allemande est arrivée samedi à Kiev pour une visite surprise destinée à montrer que l'Ukraine peut compter sur le soutien de Berlin. Pour la diplomate, l'Allemagne continuera à soutenir Kiev aussi longtemps qu'il le faudra, par la livraison d'armes, par un soutien humanitaire et financier. Ce dimanche, on marquera les 21 ans des attentats du 11 septembre, qui ont coûté la vie à près de 3000 Américains. À cette occasion, le président Joe Biden prononcera un discours depuis le Pentagone, où un avion s'était écrasé. Sa femme se rendra à Shanksville et la vice-présidente Kamala Harris participera à une cérémonie à New York. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le sage nous apprend que la mouche ne se pose pas là où il n'y a rien à sucer. Je vous souhaite une fructueuse semaine. Dieu le voulant, on se retrouve demain.